Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, format très court, très rapide, très condensé pour vous parler d'un événement tout simplement incroyable qui a eu lieu dans le désert israélien le 1er mai 1983 avec un F-15. Certains d'entre vous savent déjà sûrement de quoi je parle. C'est un retour avec une seule aile d'un F-15D israélien suite à une collision en vol lors d'un vol d'entraînement. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonnement en bas tout simplement, et également régler la petite cloche pour être prévenu lorsque je sors du contenu. Ça vous permet de suivre tout simplement le rythme. Et également, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Aviation eSport où je parle principalement de simulation aérienne, DCS, War Thunder, Flight Simulator, toutes ces choses-là. Allez, c'est parti, jingle. Un vol de 2 contre 4, 2 F-15 contre 4 Skyhawk A4 d'entraînement. Et lors de ce vol, eh bien, l'équipage d'un F-15D a percuté un A4 Skyhawk suite à une manœuvre un petit peu bizarre où le A4 s'est mis sur le dos, a poussé, donc ne voyait pas vraiment ce qui se passait. Le F-15 a été surpris par cette manœuvre et ils se sont rentrés dedans. Le A4 a été détruit, heureusement le pilote s'est éjecté et a été récupéré. Le F-15D a vu son aile arrachée en entier, mais ne s'en est pas rendu compte de suite. Suite au choc, il est parti en vrille. Donc en vrille, c'est avec une sorte de... Comme dans Top Gun en fait. Dans Top Gun, c'est une vrille à plat, là où Goose meurt. Donc ils sont partis un petit peu hors de contrôle. Le pilote n'a pas fait la procédure de récupération de vrille, il a décidé de mettre pleine post-combustion, de mettre le moteur du F-15 à fond, ce qui a créé en fait un couple et ce qui a permis à l'avion de raccélérer et de se retrouver en vol rectiligne horizontal. À partir de ce moment-là, comme je vous ai dit, c'était 2 F-15, il a appelé son équipier qui est venu faire ce qu'on appelle un BDA, Battle Damage Assessment. Imaginez, ça c'est un autre aéronef. Vous avez votre avion blessé qui est là, ou ce qu'on appelle le Wounded Bird, hein, on dit vraiment l'avion blessé. L'autre aéronef vient se mettre en patrouille serrée sur le côté, monte, fait une inspection visuelle par au-dessus, fait une inspection visuelle par dessous, passe derrière, dessous derrière, observe, puis remonte. C'est ce qu'on appelle un Battle Damage Assessment. Et il y avait de telles fuites de carburant qu'il n'a pas vu qu'il manquait une aile, c'était caché, plus rajouter à ça un peu de stress et ce côté vraiment inattendu. Généralement on voit ou on entend ce qu'on attend. Et donc il ne s'en est pas rendu compte, l'équipage n'a pas eu l'information qu'ils avaient perdu une aile, eux-mêmes ne pouvaient pas le voir à cause de la fuite de pétrole, et ils ont décidé d'interrompre la mission et d'aller sur le terrain de Ramon Air Base qui était situé seulement à moins d'une vingtaine de kilomètres de là. Donc ça allait très très vite, ils ont décidé de mettre le cap vers là-bas, et comme tout aéronef en situation un petit peu de souci de contrôlabilité, ils ont décidé d'augmenter leur vitesse d'approche pour avoir un meilleur contrôle sur l'aéronef. Ils se sont rendus compte qu'aux alentours des 250-260 nœuds, ce qui est très rapide, hein, on parle de plus rapide qu'un TGV sur la ligne grande vitesse, 2 fois la vitesse d'approche classique, ils arrivaient à bien contrôler l'avion. Le game plan, le plan d'action était très simple, se rapprocher de cette piste de 3000 mètres, il y a 2 pistes à Ramon Air Base, une de 2700, une de 3000 mètres, sortir la crosse, même les avions de l'Air Force et par exemple le Rafale Air a une crosse, pour essayer de prendre le brin de décélération d'urgence qui est généralement situé à 1/3 de la piste pour s'arrêter. Donc arrivée rapide, mais c'est pas grave, on va pouvoir freiner grâce au brin de secours. Si ça ne fonctionne pas, en bout de piste il y a une barrière, au pire du pire on s'éjecte, avec la vitesse ça sera possible. Donc ils arrivent, ils font leur approche, ils touchent, les pneus tiennent bon, ils roulent, ils accrochent le brin. Là la vitesse est telle que la crosse n'a pas été conçue pour ça, c'est une crosse armée de l'air, les crosses marines sont quand même plus costauds, mais ça a du poids, donc ça n'est pas normalement cahier des charges des avions armés de l'air. La crosse est arrachée, l'avion continue, mais il a quand même subi une décélération, et ils arrivent à s'arrêter à moins de 10 mètres du bout de la piste. À ce moment-là, eh bien, tout va bien, ils s'arrêtent. À la radio, l'équipier qui a accompagné dit « vous n'allez pas le croire les gars ». Et là, le pilote ouvre la verrière, se retourne pour saluer son copilote, son navigateur, qui est également instructeur, et il réalise à ce moment-là qu'il manque une aile, tout simplement. De son propre aveu, le pilote, c'est Zivi Nedivi, avec qui j'ai eu la chance d'échanger sur LinkedIn. Eh bien, s'il avait pris conscience qu'il manquait une aile, ils auraient fait une éjection, ils n'auraient pas tenté la récupération de l'avion, parce qu'on est vraiment au-delà de toute procédure, on ne savait pas que ça pouvait voler à ce moment-là. Donc il y a eu forcément une enquête de la part de McDonnell Douglas qui est venu voir, qui a cru que l'aile avait été arrachée au roulage initialement. Et une des raisons avancées pour le fait que cet atterrissage a été rendu possible,
c'est le fait déjà que le fuselage du F-15 est très large, qui crée de la portance en soi, et l'énorme puissance des réacteurs du F-15, qui fait qu'en fait, d'un point de vue physique, c'était un petit peu comme une fusée. On était plus dans un comportement de fusée qu'un comportement d'avion classique. Donc voilà pour cette petite histoire qui mérite d'être connue, qui est assez incroyable. Ce que je vous propose maintenant, c'est 2-3 petites anecdotes et de creuser un petit peu le programme F-15 également. F-15 aux US, puis F-15 en Israël. Donc le programme F-15 vient à la base d'une prise de conscience de l'US Air Force qu'il ne disposait pas de l'avion le plus agile en combat lors de la guerre du Vietnam. Le F-4 Phantom était moins bon en combat courte portée, ou était moins agile en supériorité aérienne que certains avions soviétiques. Donc il a été décidé de lancer un petit peu en urgence un programme, le FX. Appel d'offres, plusieurs constructeurs, dont McDonnell Douglas qui a été racheté par Boeing sur les bancs. Et là, eh bien, c'est le F-15 qui gagne. Premier vol le 27 juillet 1972, rentrée en service extrêmement rapide. On n'est pas comme le F-35, le Rafale, tous ces avions un peu de nouvelle génération où ça prenait beaucoup de temps. Là, on a le premier vol en 72 et l'avion est opérationnel en 76. 1600 exemplaires construits, différentes versions. À la base, avion de supériorité aérienne, puis Strike Eagle, dont je vous reparlerai dans une vidéo dédiée, plus pour le combat au sol. Et maintenant, l'US Air Force vient de recevoir cette année ses nouveaux F-15EX, une nouvelle version. Pareil, je creuserai parce que ça mérite une vidéo à part entière. Donc cet avion de supériorité aérienne, son cahier des charges était très simple. 1. Charge LR. Il fallait une charge LR faible pour permettre à l'avion d'être très manœuvrant et d'être bon en combat. Donc il fallait des grandes ailes. Ensuite, il fallait un radar look down, shoot down, capacité à regarder en bas et tirer ce qui se passe en bas. Donc, en gros, un radar Doppler, donc un peu la nouvelle génération. Et le radar, c'est un APG-63. Depuis, il y a eu des mises à jour. C'était nouveau pour l'époque, cette capacité de pouvoir engager depuis la moyenne ou haute altitude des cibles plus basses. Ensuite, un rapport poids-poussée très élevé. On voulait quelque chose de très costaud. Il fallait également qu'on puisse rejoindre l'Europe depuis les États-Unis, avec des bidons, mais il fallait cette capacité d'allonge ou avec du tanker, mais il fallait un avion capable de voler longtemps et de se projeter. Également un avion capable d'intercepter, d'aller très vite, Mach 2,5. Et donc c'est en suivant ces contraintes que le F-15 a vu le jour, équipé de moteur Pratt & Whitney F100, avec 11 tonnes de poussée par moteur. Le Rafale, c'est 7,5 tonnes par moteur. Et comme je vous disais, un radar APG-63, plus des systèmes de guerre électronique, tout ce qui va bien. Initialement, il a été livré au 555e Tactical Fighter Squadron D-74, puis après il est rentré en service dans l'US Air Force. Des ventes ont été effectuées à l'export, Arabie Saoudite, Israël notamment, et les Israéliens, dans le cas de l'accident que j'ai évoqué, eh bien, avaient également des F-15D. Le F-15D, quelles sont ses particularités? Déjà, c'est un biplace, 2 sièges, un devant, un derrière. Le moteur, c'est un F100 PW220 qui est jugé plus fiable que la version initiale, même si un peu moins puissant. Et 97 exemplaires construits, 61 pour l'US Air Force, 13 pour Israël et 19 pour l'Arabie Saoudite. L'avion incriminé dans le petit accident dont je vous ai parlé avait un passif au combat. Il avait déjà enregistré 4 victoires aériennes en 1982 lors de la guerre contre le Liban. Il a été remis en service 2 mois après cet accident, ça allait vite, et il a obtenu une victoire partagée le 19 novembre 1985 contre un MiG-23 syrien. Donc cet avion, là vous voyez la photo, a un total de 5 victoires aériennes. Les Israéliens, gros utilisateurs du F-15 au combat, Libye, Syrie, puis plus tard Irak, ont obtenu 56 victoires aériennes avec le F-15. F-15 qui est un aéronef qui a plus de 100 victoires aériennes totales, mais surtout qui n'a jamais été abattu en combat aérien. Il a déjà été abattu par du système solaire, mais n'a jamais été abattu en combat aérien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit événement aéronautique, pour le moins mythique, qui date du 1er mai 1983. Je vous en présenterai d'autres sur ce format très court. J'espère que vous avez passé une excellente journée. C'est bientôt le week-end. Faites du sport, aérez-vous, faites-vous du bien avec Internet, avec les jeux vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires. Je vais vous faire un petit pool, comme on dit, un petit sondage pour savoir exactement quelle sera ma prochaine vidéo historique. Et oui, je sais, le Swordfish n'est pas un avion de la Première Guerre mondiale. Je sais également que beaucoup m'ont critiqué en disant que ce n'est pas un Swordfish qu'a coulé le Bismarck. Eh bien, c'est mon côté pilote, marin, ce que vous voulez. Le Bismarck a été incapacité d'un point de vue tactique grâce
à un tir de torpille sur son gouvernail. C'est ce qu'on appelle un mobility kill en air surface. Et donc pour nous, par exemple, pilote de super étendard ou avec de l'Exo 7 ou même avec le Rafale, par moment nous étions taskés à permettre du M-kill, mobility kill, ce qui est différent d'un tir de destruction ou autre. Bref, donc c'est une victoire partagée. Donc moi, je persiste et je signe, c'est parti, guerre historique. Les Swordfish ont co-participé à cette victoire sur le Bismarck, même s'ils sont sabordés derrière, c'est pas le problème. Sans cette torpille au but, l'histoire aurait été différente. Mais bon, l'histoire est écrite par les vainqueurs, on peut en reparler toute la journée, ça tombe bien, on a le confinement pour faire ça. N'hésitez pas à contre-attaquer dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Fly safe, et encore une fois, si vous voulez qu'on échange, qu'on discute, je vous coach sur des jeux vidéo ou qu'on fasse un webinaire ou autre, n'hésitez pas à me contacter directement et je vous répondrai, ou à vous connecter sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup de demandes LinkedIn, normalement je réponds à tout le monde sous les 12 heures. Je suis un peu moins réactif la nuit, mais à très bientôt. Fly safe.